On ouvre l'importante page sport de ce journal. Denise Delahaye, bonsoir. Bonsoir. On commence par de la voile et un exploit historique. Oui, Jean-Pierre Dick vient de gagner la 4e Transat Jacques Vabre en double dans la catégorie monocoque 60 pieds. Il est arrivé hier soir à 21h11 heure française à Salvador de Bahia après une traversée de 13 jours, 7 heures et 36 secondes. Et nous avons la chance ce soir de pouvoir lui parler en direct. Jean-Pierre Dick, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas comment il faut dire. Bonsoir. Près de 24 heures après votre arrivée. Nous, c'est midi là en ce moment. Oui. Comment vous sentez-vous ? Beaucoup de bonheur d'avoir passé cette ligne en premier. Aussi de la fierté. Je suis le premier skipper à avoir gagné cette épreuve 4 fois. Ça reste exceptionnel. Voilà. Et puis de l'émotion aussi parce que tous ces souvenirs. Depuis 2003, 2005, victoire avec Loïc Perron, 2011 avec Jérémy Bayou et puis là Yann Eliès, donc ça a été des duos magiques. À chaque fois j'ai beaucoup appris et voilà, de très très beaux moments pour moi et 4 victoires, c'est vraiment un grand bonheur ici. Ouais. Alors justement, Yann Eliès, au dernier Vendée Globe, est arrivé juste derrière vous à 1h26 d'écart sur un Vendée Globe. C'est juste pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que justement vous avez la même approche en fait de la course en mer ? Est-ce que vous pensez que c'est une des clés justement de la réussite de cette Transat que vous venez de remporter ? Ouais, écoutez, non, mais Yann et moi, on a vraiment 2 parcours très différents. Yann est vraiment issu de Bretagne déjà. Il a suivi tout le cursus Figaro. Moi, j'ai eu plus un cursus un peu différent, une formation veto, puis je suis venu un peu plus sur le tard à cette profession de navigateur. Voilà, donc 2 approches, moi étant plus rationnel, lui un peu plus instinctif. Voilà, on s'est bien complété pendant cette course. Ça qui a fait notre force. 2 approches. L'élément clé, c'était de discuter tous les 2 en permanence pour être d'accord sur les options. Et on a chacun apporté sa petite pierre à l'édifice qui ont fait que ça fonctionnait bien. Mais on a 2 façons de fonctionner assez différentes. C'est intéressant. Et voilà, donc on s'est complémenté finalement. C'est ça qui a vraiment fait. On a tout le temps poussé énormément ce beau Saint-Michel-Virbach. Et vraiment une très très belle récompense à la fin, cette victoire. Ouais. Alors Jean-Pierre Dick, on ne va pas refaire toute l'histoire. Vous avez décidé de ne pas participer au prochain Vendée Globe et de céder votre bateau à Yann Eliès. Une question, est-ce que cette victoire peut remettre votre décision en cause ? Écoutez, non, pas pour l'instant. L'idée c'est... Écoutez, à chaque fois, un Vendée Globe, c'est une montagne à monter. J'en ai fait 4, j'en ai terminé 3, dont de nombreuses places d'honneur. Je pense avoir fait pas le tour de la question forcément, parce qu'on ne fait jamais le tour, mais d'avoir donné vraiment énormément d'énergie pour cette course. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie de la gagner et je pense que le mieux placé pour la gagner dans 4 ans, ça sera Yann. Moi, il y a un problème peut-être d'âge aussi, mais voilà, de motivation aussi pour y aller une 5e fois. Donc voilà, c'est vraiment néanmoins un objectif d'exigence aussi par rapport à moi. J'ai pas envie de faire le Vendée Globe de trop. Et là, ça me fait tellement plaisir de gagner. Vous voyez, on est allé jusqu'au bout des choses. On a bossé énormément pour gagner cette transaction. Merci Jean-Pierre Dick. C'est super, mais c'est important de rester dans cette performance. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe au foot. Déception pour l'OGC Nice qui avait pourtant bien débuté à Caen. Nice avait ouvert la marque juste avant la mi-temps par Pierre-Alès Melou. Vous voyez le but. Mais les Normands ont égalisé dans le temps additionnel. Caen qui égalise, donc score final 1 partout. Vous voyez le but de Caen en toute fin de match. 1 partout, déception donc pour l'OGC Nice. Il n'y a pas que le football professionnel, il y a aussi les clubs amateurs. Et de Nice, dans les clubs amateurs de la Côte d'Azur, il y a beaucoup plus d'incivilité qu'ailleurs et c'est surprenant. Oui, tout à fait. À l'ombre, on parle toujours en fait des grands groupes de Ligue 1 qui sont très structurés par rapport à la sécurité, qui sont très organisés. Il y a le foot amateur qui, sur la Côte d'Azur, semble être touché par la violence de manière significative. Alors pour vous donner une idée, la dernière saison, il y a eu 8287 matchs joués. C'est énorme et
à gérer déjà, et 173 ont été touchés par des incidents. Alors on appelle des incidents des violences verbales, des insultes et des menaces, et les violences physiques dans le département, ce sont essentiellement des coups. Alors nous nous sommes rendus sur un match pour faire un état des lieux, et nous nous sommes rendus également à la fédération, au district à Nice, pour voir un peu ce qu'ils avaient mis en place pour essayer de trouver une solution. Hey, blanc, 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 blanc. Allonge, allonge. Newton, monte, on la gagne, c'est la monte. Dimanche 15h, les joueurs de la Colle-sur-Loup affrontent sur leur terrain le football club de Blozasque. C'est un match de qualification. La victoire est obligatoire. Un match de football presque comme les autres. Mais ici, les spectateurs sont derrière les grilles. Afin de contenir les éventuels débordements, la plaie du football amateur. Des jeunes, même des 14-16 ans, des 16, des 17 ans, il y a des endroits où ils ne peuvent pas les gagner. Il faut qu'ils repartent avec un match nul maximum parce que sinon ils se font casser le bus, ils se font caillasser. Et voilà, et ça se fait toujours. Moins, mais ça se fait toujours. Sur la Côte d'Azur, les faits de violence et d'incivilité sur le terrain et en dehors seraient 2 fois plus nombreux que la moyenne nationale. Allez, Nilton, elle est pour toi, celle-là, allez. Hamza Sarré a été suspendu 3 ans pour insultes et agressions suite à un différend avec un joueur adverse. Oh, Nilton, non, Nilton. Il y a eu un coup violent, il m'a mis un coup de tête, il m'a ouvert le nez, j'ai vu le sang. Et à partir de là, j'ai perdu le contrôle. J'ai été agressé le joueur, je l'ai éclaté. Donc il y a une meute de joueurs qui est rentrée en courant quand ils ont vu l'altercation. Je me suis retrouvé assez encerclé. Il y a mon ami qui est rentré aussi, qui m'a défendu. Comme la plupart des footballeurs amateurs, il juge sa peine trop sévère. Une sanction mal comprise, donc moins efficace. Alors le district de la Côte d'Azur a mis en place un dispositif unique en France. Notre but à nous, c'est à la fois que vous puissiez vous exprimer sur la sanction et surtout d'éviter que ça se reproduise. Devant les gendarmes, des joueurs âgés de 16 à 18 ans. Je l'ai menacé, je lui ai dit que mon frère et moi on allait niquer, un truc comme ça je pense. C'est pas très marrant. Tous ont écopé de 7 matchs de suspension pour des violences verbales ou physiques. Si vous êtes défenseur, il faut que l'attaquant il dise lui il est solide, il est costaud. Mais pas que vous y mettez un coup de genou dans le dos ou un coup de poing. Le club, évidemment. Mais désormais, la fédération veut les sensibiliser aux conséquences pénales. Les menaces de mort réitérées, par exemple, peuvent très bien vous conduire devant le tribunal correctionnel. De plus, la justice considère ces faits comme aggravés lorsqu'ils se déroulent dans le domaine sportif. Oh là, il le touche. À la Colle-sur-Loup, Hamza Saleh s'enflamme. Il ne reste que quelques minutes à jouer. Finalement, c'est le football club de Blozasque qui l'emporte. Il n'y aura pas eu d'incident aujourd'hui, seulement quelques cartons pour des faits de jeu. Bref, du football. Alors Denise, 2 questions. D'abord, sur quoi sont basés ces chiffres de la violence ? Alors, ces chiffres proviennent de l'Observatoire des comportements. C'est quelque chose qui a été mis en place par la Fédération française de football en 2006 pour justement avoir une cartographie un peu plus précise du phénomène dont tout le monde parle et dont on ne sait pas vraiment en fait mesurer l'importance. Et enfin, on l'a vu donc dans le reportage, une fois que ces joueurs ont été entendus par les gendarmes, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, le principe, c'est de les convoquer, de parler avec eux, vous avez vu, pour essayer de les sensibiliser aux conséquences. Mais la carotte, si je puis dire, c'est que si les autorités, la fédération considèrent que leur comportement lors de cette convocation a été adéquat, ils peuvent voir leur peine réduite. On passe au rugby avec la 10e journée du top 14. Grosse déception pour Toulon et première défaite à Mayol. 2 essais toulonnais en première mi-temps et puis tout a basculé en seconde période. Là, vous voyez les essais toulonnais. Le Racing 92 qui joue en bleu et blanc a renversé la vapeur. Les Parisiens l'emportent finalement 40-29. Toulon est 8e au classement du top 14. Et Denise, on va terminer avec des images impressionnantes en plein centre-ville. Tout à fait, ce sont des vététistes qui se sont donné rendez-vous dans les ruelles de Grasse. Les meilleurs vététistes régionaux, nationaux et quelques internationaux. C'était le 4e Urban Cycle de Grasse. Ils étaient 70 en tout. On avait envie de vous embarquer, donc accrochez-vous, ça va vite.